À Noël, ma nièce a pointé mon fils du doigt et a dit, « Tu es le fils de la servante. » Tout le monde a ri. J'ai pris la main de mon fils et je suis parti. Cette nuit-là, ma mère a envoyé un message, « Éteins la lumière demain. » Je lui ai répondu, « Tu recevras ce que tu mérites. » Ils ne savaient pas ce qui les attendait. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une belle journée, où que tu sois. J'aimerais que tu partages dans les commentaires de quelle ville ou pays tu nous regardes et quelle heure il est chez toi. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. L'odeur de morue mijotée et de dinde farcie remplissait chaque recoin de la maison de mes parents. Un mélange dense, presque étouffant, d'épices de Noël et de sourires forcés. Le réveillon chez eux avait toujours cette atmosphère. Un décor soigneusement arrangé pour une pièce de théâtre familiale où tout le monde, sauf moi, semblait connaître et aimer son rôle. Les lumières de Noël clignotaient sur le sapin avec un enthousiasme frénétique qui ne trouvait aucun écho dans mon cœur. Dans mon sac, mes doigts touchaient presque instinctivement le bord usé d'une petite photo de Matteo, mon mari décédé. C'était mon encre au milieu de cette mer de fausseté, le rappel silencieux et constant de pourquoi je supportais ce supplice année après année. Je le faisais pour lui, pour la promesse que je lui avais faite sur son lit de mort. Ma sœur cadette, Renata, était comme toujours l'incontestable star de la soirée. Assise à la tête de la table, une place qui ne lui appartenait pas mais qu'elle avait prise avec son arrogance habituelle, elle portait une robe en soie rouge qui coûtait plus cher que 2 mois de mon loyer. Je savais, avec une amertume qui me nouait l'estomac, que cette robe avait été payée avec l'argent que j'avais envoyé à ma mère le mois dernier pour une prétendue urgence dentaire. Elle riait. Un rire aigu et métallique qui m'avait toujours semblé sans joie réelle, pendant qu'elle racontait une anecdote grossièrement exagérée sur ses dernières vacances de luxe à Cancun. Mon père, Horacio, la regardait avec une adoration aveugle, presque pathétique, hochant la tête à chacune de ses poses théâtrales. Ma mère, Griselda, à ses côtés, l'accompagnait avec de petits gestes et des exclamations, comme si Renata était une prophète et que ses histoires frivoles étaient un évangile digne de dévotion. Mon fils Dario, qui avait à peine 8 ans, était assis à côté de moi. Il ressemblait à une petite île de silence au milieu de tout ce vacarme. Il s'était recroquevillé sur sa chaise, comme s'il voulait disparaître, ses petites épaules penchées vers l'avant, pendant qu'il jouait discrètement avec une petite voiture qu'il avait emportée. Moi, j'étais Adla, sa mère. Une veuve de 34 ans qui, aux yeux de ma famille, était une note dissonante dans leur parfaite symphonie d'apparence. La fille responsable, la fournisseuse silencieuse, mais aussi celle qui apportait la tragédie dans leur ciel bleu. La conversation, comme une flèche qui finit toujours par atteindre sa cible, tourna inévitablement vers moi. « Et toi, Adelita, ton petit travail sur l'ordinateur, ça se passe comment ?» demanda ma mère avec un ton qui voulait paraître maternel mais qui transpirait une condescendance coupante. « On te paye encore bien pour ce que tu fais enfermé chez toi toute la journée. »« Ça va bien, maman. »« En fait, j'ai été promu chef de projet le mois dernier, » répondis-je, ma voix sortant plus basse que je ne le voulais, presque comme une excuse. Renata éclata d'un petit rire moqueur. « Les directrices en pyjama, ça sonne super important, parce que chaque fois que je t'appelle, tu es chez toi. Quelle vie excitante tu dois avoir. » Avant que je puisse répondre, Renata posa son regard prédateur sur Dario. Mon fils, sentant ce poids sur lui, avait rangé sa petite voiture et regardait avec nostalgie une photo sur l'écran de mon vieux téléphone. C'était une de mes préférées, Matteo, souriant à la caméra, le tenant sur ses épaules alors qu'il apprenait à marcher. Renata fit une grimace théâtrale de dégoût. Elle éleva la voix, s'assurant que toute la table l'entende, transformant ses paroles en spectacle. Regardez-le, si triste. Toujours avec cette tête longue. Elle fit une pause dramatique, savourant le poison avant de l'expulser avec cruauté. Ça se voit que c'est le fils d'une fille inutile qui n'a même pas su garder son mari. Le monde s'arrêta. Le tintement des couverts contre les assiettes cessa d'un coup. Les murmures des conversations disparurent. Dans le silence pesant, le seul son fut le rire étouffé et complice de ma mère. Pas un vrai éclat de rire, mais quelque chose de pire, un petit gargouillis guttural, une cruauté partagée avec sa fille préférée. Mon père ne dit pas un mot. Il détourna le regard vers son assiette, soudainement fasciné par un morceau de dinde comme si c'était une œuvre d'art. Son silence était un cri assourdissant, une approbation implicite qui me blessa encore plus que la moquerie de ma mère et l'insulte de ma sœur réunie. Les paroles de Renata ne m'avaient pas seulement blessé, elles avaient souillé la mémoire sacrée de Matteo. Elles avaient pris l'amour de ma vie,
ma plus grande joie et ma plus profonde douleur, et l'avait transformée en arme pour me frapper, pour punir mon fils. La promesse que j'avais faite à mon mari, celle de garder la famille unie coûte que coûte, se brisa en 1000 morceaux à cet instant. Les fragments tombèrent à mes pieds comme du verre brisé. Je ne pleurais pas, je ne criais pas. Une froideur glaciale, presque surnaturelle, s'empara de moi. Lentement, comme si je bougeais sous l'eau, je posai mon verre de vin sur la table. Le petit bruit du cristal contre le bois résonna comme un coup de feu. Je me penchai vers mon fils, qui me regardait avec de grands yeux remplis de confusion. « On s'en va, mon amour » lui murmurai-je, ma voix ferme, étrange, presque étrangère à mes propres oreilles. « Ici, on n'a pas notre place. » Je pris sa petite main. Je la sentis trembler dans la mienne, ou peut-être était-ce la mienne qui tremblait. Je me levai, repoussant la chaise sans bruit, d'un geste volontaire. Personne ne bougea. Personne ne dit rien. Je marchai vers la porte, le dos droit, sentant 8 paires d'yeux plantés dans mon dos. Chaque pas était une libération, un acte de rébellion. À chaque centimètre que je m'éloignais de cette table, je sentais une chaîne invisible se rompre. J'ouvris la porte et l'air froid de la nuit me frappa le visage, un baume bienvenu pour la brûlure que je ressentais à l'intérieur. Quand je fermai la porte derrière nous, le bruit du verrou n'était pas la fin d'une mauvaise soirée, mais la fin d'une vie de soumission et le début clair d'une autre. Le moteur de la voiture ronronnait, un bruit sourd qui remplissait le silence lourd entre nous. Les lumières de la ville glissaient sur les vitres, devenant des traînées abstraites de couleurs dans la nuit. Dario était inhabituellement silencieux sur le siège passager, son regard perdu droit devant, ses petites mains serrées en poing sur ses genoux. Son corps était tendu et sa main, posée dans la mienne sur la console centrale, était glaciale. Après plusieurs kilomètres qui semblèrent une éternité, sa petite voix brisa le silence. Elle était si fine et fragile que j'eus peur qu'elle se brise dans l'air. « Maman, ce que tante Renata a dit sur papa, c'est vrai? Tu n'as pas su le garder ?» C'était comme si le sol s'ouvrait sous la voiture. J'inspirais profondément pour empêcher un sanglot de m'échapper. Comment expliquer à un enfant de 8 ans la cruauté adulte? Comment lui dire que ceux qui devraient l'aimer sont capables d'une telle méchanceté? Comment lui expliquer que la mort n'est pas un échec de l'amour? Non, mon amour, dis-je en me tournant vers lui à un feu rouge et en serrant sa main avec toute ma tendresse. Ce n'est pas vrai. Rien de ça n'est vrai. Ton papa t'aimait plus que tout au monde, et moi aussi. Parfois, les gens tombent malades et doivent partir au ciel, mais ça ne veut pas dire qu'on les a laissés partir. Et toi, mon trésor, tu es la personne la plus courageuse et la plus forte que je connaisse. Ta tante, parfois, elle dit des choses très méchantes parce qu'elle n'est pas heureuse. Il hocha lentement la tête, mais je vis dans ses yeux qu'il n'était pas convaincu. Il se recroquevilla dans son siège et ne parla plus du trajet jusqu'à notre petit appartement modeste. Une fois à la maison, je l'ai bordé dans son lit. Il me demanda de lui raconter une histoire sur papa. Alors, la voix brisée, je lui ai parlé de la fois où Matteo avait construit une forteresse avec des couvertures et des coussins dans le salon, tellement grande qu'elle occupait tout l'espace. Et nous avions passé toute la nuit dedans, à manger du pop-corn et à raconter des histoires qui faisaient peur avec une lampe de poche, jusqu'à ce que nous nous endormions. Dario sourit dans son sommeil en entendant le souvenir, une image à la fois douce et douloureuse qui me provoqua une vive douleur dans la poitrine. Quand il finit par s'endormir, je restai assise dans l'obscurité totale du salon. L'appartement, qui d'ordinaire était mon refuge, me paraissait ce soir-là comme une cellule de prison. Et les murs, dans mon esprit, étaient tapissés de souvenirs de toutes les humiliations, de toutes les fois où j'avais avalé ma fierté, ma douleur et ma colère au nom de cette promesse brisée. Mon esprit devint un musée macabre dont j'étais la seule visiteuse, une exposition dédiée à ma propre stupidité. Le premier objet exposé, une scène vive du funérail de Matteo. L'air était lourd de l'odeur sucrée des lys et de la tristesse retenue. J'étais debout comme un automate, recevant des condoléances vides, me sentant comme un fantôme dans ma propre vie, quand j'entendis la voix de ma mère, à peine chuchotée à l'une de mes tantes. « Pauvre Adla. Voyons comment elle va faire maintenant. » Seule avec l'enfant. Matteo ne lui a pas laissé grand-chose, tu sais? Il était très idéaliste mais peu pratique. Maintenant, elle va être un fardeau pour tout le monde. Il ne pleurait pas ma perte. Il calculait ma malchance. Renata, à côté d'elle, regardait simplement son téléphone, ennuyée, soupirant avec impatience comme si elle attendait la fin d'un film trop long.
Je marchais dans le couloir sombre de ma mémoire vers la vitrine suivante, l'écran de mon téléphone, une collection numérique de suppliques et de demandes déguisées en préoccupations. J'ouvris une conversation imaginaire avec ma mère mais terriblement réelle. C'était il y a 6 mois. Elle m'avait appelé en pleurant, inconsolable. Ma fille, le docteur dit que mon cœur ne va pas bien, que c'est la tension. J'ai besoin de tests très chers, Adla. Environ 30 000 pesos. Ton père n'a pas de quoi payer. J'ai peur, ma fille, très peur. Je lui avais transféré l'argent immédiatement, vidant presque toutes mes économies, mangeant du thon en boîte et des pâtes seules pendant 2 semaines pour compenser la dépense. Une semaine plus tard, en parcourant Instagram, une photo m'arrêta net. C'était ma mère, Griselda, posant avec ma tante dans un spa de luxe à Cuernavaca. Toutes deux tenaient des coupes de champagne. La légende disait « Journée de détente méritée ». Hashtag vivre la vie. La photo était datée d'un jour après son appel d'urgence. Quand je la confrontai, sa réponse fut une œuvre d'art de manipulation. « Oh, ma fille, tu exagères. Le docteur a dit que le stress me tuait, alors j'avais besoin de me détendre. Je l'ai fait pour ma santé. Tu devrais me remercier de prendre soin de moi. » La vitrine suivante était un appel vidéo de Renata, il y a seulement 2 mois. Elle se trouvait dans une boutique de luxe à Polanco. La caméra de son téléphone montrait des étagères de vêtements de créateurs et de sacs hors de prix. « Oh, sœur, dit-elle avec sa voix de petite fille gâtée, regarde ce sac, il n'est pas divin? Il me manque juste un peu pour le payer. À peine 5 000 pesos. Tu pourrais m'aider? Allez, pour toi ce n'est rien avec ton travail international. » Dans la petite fenêtre de mon écran, son visage souriant se reflétait sur mon image à moi, assise à la table de ma cuisine, les cheveux attachés en un chignon désordonné, mangeant un bol de soupe instantanée, parce que ce mois-là, le budget était particulièrement serré. Je lui dis que je ne pouvais pas. Sa réponse fut un souffle de mépris. « Mais tu es vraiment égoïste. Tu ne veux jamais soutenir mes rêves. Voilà pourquoi tu es resté seul. » Et la pièce finale du musée, la plus douloureuse, le souvenir clair de ma dernière vraie conversation avec Matteo à l'hôpital. Sa main, fine et froide comme du marbre, tenait la mienne avec une force surprenante. Ses yeux, bien que creusés et entourés d'ombre, avaient encore cette lumière chaleureuse qui m'avait séduite dès le premier jour. « Promets-moi que tu les garderas unis, Adla » murmura sa voix faible et rauque. « Je sais qu'ils sont difficiles, parfois cruels, mais ce sont ta famille, la seule que tu as. Ne les laisse pas se séparer après mon départ. S'il te plaît, mon amour, promets-le-moi. » Moi, noyé dans mes larmes, incapable de lui refuser quoi que ce soit, je le lui avais promis. Maintenant, assise dans le noir, je compris la vérité dévastatrice, je ne maintenais pas une famille unie. Je finançais un groupe de parasites émotionnels et financiers qui se nourrissaient de ma douleur, de ma loyauté et de mon amour pour lui. Je trahissais Matteo en permettant que sa mémoire soit salie par les mêmes gens qu'il, dans sa bonté infinie et son refus de voir leur méchanceté, m'avait demandé de protéger. Chaque peso que je leur donnais, chaque insulte que j'endurais, était une profanation de ma promesse. J'honorais la lettre de sa demande, mais je trahissais totalement son esprit. La nuit devint plus profonde et plus silencieuse. Le seul bruit de l'appartement était le ronronnement électrique du réfrigérateur, un son monotone qui semblait compter les secondes de ma vie gâchée. Je me levai du canapé et marchai, presque comme une somnambule, vers la petite étagère où je gardais mes trésors les plus précieux. Ce n'étaient pas des bijoux ni des objets de valeur, mais des fragments d'une vie qui semblait à 1 million de kilomètres. Je pris avec des mains tremblantes le cadre en argent qui contenait ma photo de mariage. Nous étions là, Matteo et moi, plus jeunes, la peau dorée par le soleil de notre lune de miel, remplie d'une espérance si éclatante qu'il faisait presque mal de la regarder. Il me regardait, moi et non la caméra, avec une dévotion si pure, si intense, qu'elle me coupait encore le souffle. Je me rappelais la chaleur de sa main dans la mienne pendant la cérémonie, le son de son rire profond qui pouvait remplir une pièce, la façon dont il pouvait calmer mes pires peurs d'un simple regard et d'un « tout ira bien, mon amour ». Je murmurais à la photographie, à son visage figé dans le temps. « Je suis désolé, mon amour. Tellement désolé. Je t'ai trahi de la pire manière. J'ai laissé piétiner tout ce que nous avons construit ensemble. J'ai laissé qu'il t'insulte à travers notre fils. J'ai laissé qu'il transforme ton amour en une chaîne pour moi. » Un sentiment de honte et de rage me traversa comme une décharge électrique.
de la rage contre eux, bien sûr, volcanique, prête à exploser, mais aussi une rage profonde et amère contre moi-même. Comment avais-je pu être aussi aveugle si longtemps? Comment avais-je permis que l'amour et le respect pour mon mari deviennent une excuse pour ma propre soumission, pour mon absence d'amour-propre? J'essayais d'honorer un homme courageux et bon, mais je vivais comme une lâche. C'est à ce moment de clarté brutale et douloureuse que mon téléphone vibra sur la table basse. Le son fut discordant, une intrusion violente du monde réel dans ma tempête privée. L'écran s'alluma avec une notification WhatsApp. C'était de ma mère. Pendant une seconde, une partie stupide et désespérément pleine d'espoir de moi pensa que ce pouvait être des excuses. Peut-être que l'image de mon fils et moi quittant sa maison à Noël avait enfin fissuré son armure d'égoïsme. Peut-être que, pour une fois, elle ressentirait un soupçon de remords. Quel idiote incroyable j'avais été. Je lus le message, et chaque mot fut comme une pelletée de terre froide sur la tombe de cette folle espérance. Arrête le drame, Adla. J'espère que ton caprice est passé. Demain, sans faute, dépose l'argent pour l'hypothèque. Et ta sœur a besoin d'argent pour son voyage à Oaxaca. N'oublie pas. Il n'y avait rien de plus. Pas même un « Comment va Dario ?» Pas la moindre trace d'humanité. Juste la même exigence froide, insensible et égoïste qu'avant. Un caprice. C'est ainsi qu'ils appelaient la douleur d'une mère défendant l'honneur de son fils et de son mari mort. Un simple caprice d'enfant, qui devait cesser pour que le distributeur automatique familial se remette à fonctionner. Je regardais le message sur l'écran du téléphone, puis la photo de Matteo dans mes mains et, dans le choc violent de ces deux images, quelque chose se solidifia en moi. La douleur ne disparut pas, mais elle se transforma. La tristesse se cristallisa en une résolution aussi dure et tranchante qu'un diamant. Fini les larmes. Fini la soumission. Fini l'espoir vain et pathétique qu'un jour il changerait. Je compris que j'avais essayé d'arroser un jardin mort avec mon propre sang. Il était temps de brûler le champ, de saler la terre et de recommencer ailleurs. Avec des doigts fermes, sans le moindre tremblement, j'écrivis une réponse. Ce n'était pas impulsif, ni le produit d'une colère du moment. C'était la phrase la plus honnête, la plus calculée et la plus libératrice que je leur avais dite de toute ma vie. Vous recevrez exactement ce que vous avez semé. J'envoyai le message et je sentis un déclic, pas seulement le son numérique du téléphone, mais un déclic profond dans mon âme. Un mécanisme s'était activé. Une porte d'acier s'était refermée pour toujours. Je n'attendis pas leur réponse. Je savais qu'allait venir une vague de manipulation, de chantage émotionnel, de culpabilisation, de menaces à peine voilées. Je n'allais pas y faire face seul. Non, cette fois, je fis défiler mes contacts, ignorant les noms de maman et de Renata, jusqu'à trouver le seul numéro qui représentait un refuge sûr, un phare de bon sens dans mon océan de folie familiale. Le téléphone sonna une fois, deux fois, dans le calme de la nuit. Une voix ensommeillée, mais d'une force reconnaissable, répondit à l'autre bout. « Allô, grand-mère Silda » dis-je. Ma voix était étonnamment claire et décidée. « C'est Adla. Pardon pour l'heure. J'ai besoin de te voir. J'ai besoin de ton aide. » Il y eut une pause, puis la voix de ma grand-mère, débarrassée de toute trace de sommeil, devint aussi tranchante que l'acier. « Mais qu'est-ce que ces vautours t'ont fait maintenant? Viens ici, ma fille. Je t'attends. » Je raccrochai. Je regardais autour de moi, le petit appartement qui avait été ma tranchée pendant 5 ans. Ce n'était plus le moment de rester dans la tranchée. C'était l'heure d'aller à la guerre, et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas seul. J'avais une alliée, et même si je ne le savais pas encore complètement, j'avais aussi un arsenal secret prêt à être déployé. Je conduisis toute la nuit, la détermination comme seul carburant. Dario dormait paisiblement sur la banquette arrière, enveloppé dans une couverture, ignorant la tempête qui se formait dans la vie de sa mère, et donc dans la sienne. La route était un ruban noir et solitaire qui se déroulait devant moi sous la lumière de la lune, m'emmenant loin de la ville, loin de la personne soumise que j'avais été jusqu'à cette nuit-là. Chaque kilomètre parcouru ressemblait à une déclaration d'indépendance, une réaffirmation de ma nouvelle résolution. Le ranch de ma grand-mère Casilda et de son second mari, Don Ramiro, était niché sur les pentes d'une montagne dans l'état d'Hidalgo. Ce n'était pas un endroit luxueux ni prétentieux, mais c'était un lieu vrai. Il sentait la terre mouillée, le pin et le bois brûlés le matin. Quand j'arrivai enfin, les premières et timides lueurs de l'aube coloraient le ciel d'un rose pâle et d'orange. Don Ramiro,
un homme de la campagne, était déjà réveillé, assis sur le porche en bois avec une tasse de café fumant entre ses mains calleuses. Il me vit arriver par le chemin de terre et se leva lentement, son visage tanné par le soleil exprimant une inquiétude réelle et profonde. « Adla, ma fille, ta grand-mère nous a dit que tu venais. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que toi et l'enfant allez bien? » Nous allons bien, don Ramiro. Fatigué, mais bien, dis-je, ma voix rauque et étrange à cause du manque de sommeil et de la tension accumulée. Ma grand-mère sortit à ce moment-là par la porte d'entrée comme si elle avait attendu juste derrière. Casilda n'était pas la grand-mère fragile typique qui tricote des pulls et fait des biscuits. C'était une femme de 70 ans au dos plus droit que le mien, avec un regard perçant qui semblait voir à travers les mensonges et des mains qui avaient travaillé la terre toute sa vie. Elle ne dit rien, elle marcha simplement vers moi et m'enveloppa dans une étreinte. C'était une étreinte ferme, solide, qui ne demandait pas d'explication, mais offrait un refuge et de la force. Dans cette étreinte, je me permis de m'effondrer un instant, posant ma tête sur son épaule. Nous nous assîmes dans sa cuisine rustique, avec ses casseroles en terre accrochées au mur et l'arôme du café de pot tout juste fait qui remplissait l'air. Don Ramiro avait porté Dario, encore endormi, dans une des chambres d'amis. Ma grand-mère me servit une tasse de café chaud et s'assit en face de moi à la table en bois massif, puis elle attendit. Elle ne me pressa pas de questions, elle me donna simplement l'espace et le silence pour trouver mes mots, pour mettre de l'ordre dans le chaos de mon esprit. Et quand je commençai à parler, tout sortit en cascade, comme l'eau d'un barrage qui finit par céder. L'humiliation du dîner de Noël. Les mots exacts de Renata, chaque syllabe gravée au fer dans ma mémoire. Le rire complice de ma mère, le silence lâche de mon père. Les années d'abus financiers, les mensonges éhontés, la manipulation émotionnelle constante, les larmes que je n'avais pas versées au dîner coulèrent enfin sur mes joues brûlantes et amères. Je pleurais pour mon fils. Je pleurais pour mon mari mort, dont la mémoire avait été grossièrement insultée. Et je pleurais pour la jeune femme stupide et naïve que j'avais été si longtemps. Quand je finis, un silence lourd et dense s'installa dans la cuisine. Don Ramiro, qui avait écouté en silence depuis l'embrasure de la porte, secoua simplement la tête et murmura entre ses dents. « Quelle bande de sans-cœur !»« Pardon, Casilda. » Ma grand-mère, cependant, ne paraissait pas surprise le moins du monde. Son visage était impassible, mais ses yeux, sombres et intelligents, brûlaient d'une colère froide et maîtrisée. Elle posa sa tasse sur la table d'un coup sec et définitif. « Je savais que ce jour viendrait, » dit sa voix grave et résonnante. « J'ai toujours su de quelle espèce de vipère était ta mère et ta sœur, égoïste et vaniteuse jusqu'à la moelle. Mais je suis resté à l'écart parce que c'était ton combat, Adla. Il fallait que tu ouvres les yeux par toi-même. Personne ne pouvait le faire à ta place. Je sais, grand-mère. Et j'ai été idiote de mettre si longtemps, mais c'est fini. Je te jure que c'est fini. » Elle hocha la tête, une expression de satisfaction sombre sur le visage. Puis son expression changea. Elle s'adoucit, avec une tristesse inattendue, une fragilité qu'elle montrait rarement. « Matteo était un homme bien, » dit-elle d'une voix basse, et entendre son nom sur ses lèvres me fit frissonner. « Trop bien pour eux. » Et ils le savaient, Adla. Ils savaient parfaitement de quoi ils étaient capables. Je restais figé. Ma tasse de café, à mi-chemin de mes lèvres. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Ton mari était un homme intelligent et observateur. Il voyait les choses avec une clarté qui te manquait, toi qui étais aveuglé par le devoir filial. Et il t'aimait plus que tu ne t'en rends compte. Elle se leva de table, ses mouvements l'en décidé, et me fit signe de la suivre. Et il y a quelque chose que je dois te montrer, quelque chose que Matteo et moi avons préparé il y a longtemps pour un jour comme aujourd'hui. Lui aussi m'a fait une promesse, Adla. Il m'a promis que jamais, jamais je ne te laisserai seul. Et je lui ai promis que je serais là pour toi quand tu ouvrirais enfin les yeux. Je la suivis hors de la cuisine, le long d'un couloir sombre qui sentait la cire d'abeille, jusqu'à sa chambre. Un sentiment d'irréalité m'enveloppa comme un brouillard. Matteo, mon Matteo, avait été impliqué dans un plan secret avec ma grand-mère. Un secret qu'on m'avait caché pendant 5 longues et douloureuses années. Mon cœur battait avec un mélange de peur et d'un espoir sauvage et étrange. Je ne comprenais rien, mais pour la première fois depuis la mort de Matteo, je sentis que je ne marchais plus à l'aveugle dans le noir. Je sentis qu'il, d'une manière inexplicable, continuait à veiller sur moi de là où il était. La chambre de ma grand-mère était un sanctuaire d'un autre temps. Elle sentait la lavande sèche et le bois de cèdre.
C'était une pièce simple et austère, dominée par un lit robuste avec une tête de lit en fer forgé et une vieille armoire qui occupait presque tout un mur. Casilda s'agenouilla, non sans un petit gémissement de ses articulations, et sortit de sous le lit une boîte en métal, de celle d'autrefois qu'on utilisait pour garder l'argent et les documents importants. Elle était rouillée sur les bords et fermée par un petit cadenas en laiton qui semblait ancien. Elle la posa avec soin sur le lit et sortit une clé qu'elle portait au bout d'une chaîne en argent autour du cou, toujours cachée sous son chemisier. Le son du cadenas qui s'ouvrait fut un cliquetis métallique qui résonna dans le silence de la pièce, un son qui sembla ouvrir une porte vers un passé que j'ignorais totalement. Et quelques semaines après que Matteo a été diagnostiqué, commença à expliquer ma grand-mère. Tout en soulevant le lourd couvercle de la boîte avec ses deux mains, nous avons eu une longue conversation. Lui et moi, en tête-à-tête. Il est venu me voir. Il était inquiet, Adla, mais pas pour la maladie, pas pour lui-même. Sa peur, sa terreur, c'était pour ce qui t'arriverait à toi et à Dario quand il ne serait plus là pour vous protéger. Elle ouvrit la boîte. À l'intérieur, il n'y avait ni argent ni bijoux, mais une pile ordonnée de documents, des dossiers en carton et des enveloppes jaunies par le temps. L'air qui sortit de la boîte sentait le vieux papier. Ça sentait l'histoire. Il savait que ta famille essaierait de profiter de toi, continua Casilda, sa voix prenant un ton solennel, comme si elle révélait un testament sacré. Il savait qu'ils utiliseraient ta douleur, ta vulnérabilité et ta loyauté mal comprise contre toi. Je me souviens de ces mots exacts. Il m'a dit, Casilda, Adla a un cœur trop bon, trop noble. Ils vont la saigner vive si nous ne faisons rien pour la protéger. Alors nous avons fait quelque chose. Elle sortit un gros dossier bleu et me le tendit. Mes mains tremblaient en le prenant. Il semblait lourd, non seulement à cause du papier, mais à cause du poids de 5 ans de secret. Sur l'étiquette, écrite de la main soignée et anguleuse de ma grand-mère, on lisait « Fidéicommis immobilier Rivera ». Je l'ouvris avec des doigts maladroits. À l'intérieur, il y avait des copies d'actes, des contrats et des documents juridiques remplis d'un jargon que je comprenais à peine. Mais un nom sautait aux yeux encore et encore sur presque toutes les pages, le mien, Adla Rivera de la Fuente, unique bénéficiaire, et l'adresse d'une propriété que je connaissais comme ma poche. La maison où j'ai grandi, murmurai-je, la maison où il m'avait humilié il y a moins de 48 heures. La maison de mes parents, chuchotai-je en sentant un vertige soudain, comme si le sol bougeait sous mes pieds. Ce n'est pas la maison de tes parents, dit ma grand-mère avec une fermeté d'acier. C'est ta maison où elle le sera légalement très bientôt. Tu vois, il y a de nombreuses années, bien avant que tu te maries, j'ai utilisé mes économies de toute une vie pour acheter cette propriété comme investissement. Je la louais à tes parents pour un montant symbolique afin de les aider. Quand Matteo est tombé malade, lui et moi sommes allés voir un avocat. Matteo a utilisé l'argent qui lui restait d'une assurance vie privée et une assurance dont il ne t'a jamais parlé pour ne pas t'inquiéter. Et ensemble, nous avons créé un fidéicommis. La maison a été placée dans ce fidéicommis. Le contrat stipule que tes parents sont des résidents autorisés tant que je suis en vie. Mais il précise aussi clairement qu'au moment de ma mort, ou si moi, en tant que constituante du fidéicommis, je décide de le dissoudre avant, la propriété totale et incontestable devient la tienne. La seule bénéficiaire, c'est toi. Je sentis mes jambes me lâcher et je dus m'asseoir brusquement sur le bord du lit. L'air s'échappa de mes poumons. Ma maison. J'étais la propriétaire de la maison pour laquelle ma mère m'exigeait de payer l'hypothèque chaque mois. Une hypothèque qui n'existait probablement même pas. L'argent que je leur donnais allait directement dans leur poche, dans les luxes de Renata. Mais il y a autre chose, dit ma grand-mère, sa voix me sortant de ma transe. Elle sortit une autre grande enveloppe épaisse de la boîte. Celle-ci contenait des relevés d'un courtier, un fonds d'investissement à mon nom dont je n'avais pas la moindre idée. Matteo a insisté pour ça. Il a dit, la pierre, c'est sûr, mais Adla aura besoin de liquidités pour être vraiment libre. Chaque mois, depuis 5 ans, j'ai versé une partie de ma pension et des revenus du ranch sur ce compte. Il m'a laissé une somme de départ assez généreuse pour commencer. Il voulait que tu aies un coussin, un fonds d'urgence que ta famille ne pourrait pas toucher. Un fonds pour ton avenir et celui de Dario. Un fonds pour que tu puisses recommencer, loin d'eux, si c'était nécessaire. J'ouvris le dernier relevé, daté d'Aix en grave peine une semaine auparavant. Le chiffre à la fin de la page me fit halter. C'était une somme qui me semblait astronomique, suffisante pour changer ma vie de fond en comble. Plus de 2 millions de pesos. Des larmes jaillirent de mes yeux, mais cette fois ce n'était ni de la douleur ni de la rage.
C'étaient des larmes d'un amour et d'une gratitude si immenses que j'eus l'impression d'étouffer. Matteo ne m'avait pas abandonné, pas une seule seconde. Il avait été là tout ce temps, planifiant, tissant un filet de sécurité pour moi, me protégeant depuis l'au-delà, en s'appuyant sur la seule personne au monde en qui il pouvait avoir confiance pour être ses mains et ses yeux. Ma grand-mère passa un bras autour de mes épaules, un geste de réconfort solide et réel. Et il a construit une arche pour toi, ma fille, pour que tu survives au déluge qu'il savait inévitable. Tout ce que tu devais faire, c'était te rendre compte qu'il pleuvait et décider de monter à bord. Et on dirait que ce réveillon, la tempête s'est enfin déchaînée. J'étreignis ma grand-mère, m'accrochant à elle de toutes mes forces. La gardienne des secrets de mon mari, l'exécutrice de son dernier et plus grand acte d'amour. Ma douleur ne disparut pas, mais elle se transforma. Elle se mêla à une force nouvelle, une détermination d'acier. Il ne s'agissait plus seulement de leur échapper, il s'agissait de réclamer ce qui m'appartenait de droit, de réclamer l'héritage que mon mari avait tant lutté pour me protéger. La fille inutile était sur le point de montrer à tout le monde de quoi elle était faite. Le soleil du matin était déjà haut quand je sortis enfin de la chambre de ma grand-mère. J'avais l'impression de m'être réveillé d'un coma de 5 ans, comme si j'avais regardé le monde à travers un voile qu'on venait d'arracher de mes yeux. La femme qui était arrivée au ranch dans l'obscurité, brisée et désespérée, était restée derrière, enterrée sous le poids des secrets révélés et des vérités douloureuses. Celle qui était maintenant dans la cuisine, buvant une deuxième tasse de café avec des mains fermes, était différente. Elle avait un but, elle avait un plan et, surtout, elle avait un arsenal. Et maintenant, Adla, demanda don Ramiro. Il était entré silencieusement et semblait pouvoir lire le changement sur mon visage. Sa question n'était pas du doute, mais du soutien, comme un général qui demande à sa commandante le prochain ordre. Maintenant, dis-je, et ma voix sonna plus forte, plus claire que je ne l'avais sentie depuis des années, j'appelle une avocate. Ma grand-mère sourit, un sourire lent et satisfait qui n'atteignit pas ses yeux, lesquels brûlaient toujours d'une colère froide. Je m'en suis déjà occupé. Elle s'appelle Maître Lydia Monte. C'est la meilleure avocate de la région, spécialisée en droit de la famille et en droit civil. Elle est dure comme la pierre et plus futée qu'un coyote. Je lui ai raconté l'essentiel hier soir quand tu m'as appelé. Elle attend ton appel. Elle sait que c'est urgent. La réunion avec Maître Monte eut lieu le même après-midi, par un appel vidéo sécurisé. C'était une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux argentés élégamment relevés en un chignon impeccable, et des lunettes à monture fine qui ne parvenaient pas à cacher l'intelligence tranchante, presque prédatrice, de son regard. Elle écouta mon récit sans m'interrompre, ses yeux fixés sur moi à travers l'écran. Je lui racontai tout, l'humiliation du dîner, puis les révélations de ma grand-mère ce matin-là. Elle n'acquiesçait que de temps en temps, son visage restant un masque de professionnalisme impassible. Quand j'eus fini, elle examina en silence les documents du fidéicommis et les comptes d'investissement que ma grand-mère lui avait envoyés par email. Madame Rivera, dit-elle enfin, et sa voix était exactement comme je l'imaginais, calme, mais avec un tranchant coupant. Votre position est, juridiquement parlant, inexpugnable. La propriété devient la vôtre au moment où votre grand-mère en décide ainsi, et sa décision de dissoudre le fidéicommis est irrévocable. Les fonds d'investissement sont avoués à vous seul. Ce que votre famille a fait pendant toutes ces années, toutefois, dépasse une simple dispute familiale. Ça s'appelle de l'extorsion, un abus de confiance et potentiellement de la fraude. Nous avons plusieurs voies d'action, de la plus douce à la plus agressive. Elle m'expliqua le plan. Une procédure en 3 phases, si froide et méthodique que j'en eus un frisson d'admiration. Phase 1, la contention financière. La première étape, et la plus immédiate, était de leur couper l'approvisionnement, de bloquer immédiatement tout accès qu'ils pourraient avoir à mon argent. Cela signifiait annuler la carte de crédit supplémentaire que j'avais donnée à ma mère pour les urgences, carte qu'elle utilisait pour ses visites au spa et les caprices de Renata. Et bien sûr, fermer le compte bancaire conjoint sur lequel je déposais religieusement l'argent de la fausse hypothèque. Phase 2, notification légale. L'avocate Monte rédigerait et enverrait 2 documents par courrier certifié avec accusé de réception. Le premier, un ordre de cesser et s'abstenir, un document légal qui leur interdisait formellement de me contacter pour demander, exiger ou réclamer de l'argent ou des biens, sous menace d'action en justice. Le second, une notification officielle de la dissolution de l'accord de résidence dans la propriété, leur donnant un délai légal de 60 jours pour quitter les lieux ou, comme alternative presque insultante, signer un contrat de location au prix du marché, payable chaque mois à mois.
Phase 3, exécution forcée. S'ils ignoraient la notification et ne quittaient pas la maison dans le délai fixé, nous lancerions un processus officiel d'expulsion par les tribunaux. Êtes-vous prête pour ça, Adla, demanda l'avocate, son regard fixé sur moi, m'évaluant. Ça ne sera pas une conversation, ce sera une guerre. Ça va devenir moche. Ils essaieront de vous manipuler, de vous culpabiliser, de vous faire sentir comme la pire personne du monde. Je regardai ma grand-mère, assise à mes côtés, et elle me fit un signe ferme de soutien. Puis je pensai au visage de mon fils, ses yeux pleins de confusion, me demandant si les mots de sa tante étaient vrais. Je suis prête, dis-je. Et pour la première fois, je le crus vraiment. Il n'y avait pas de peur, seulement une certitude froide et absolue. La phase 1 fut étonnamment facile et libératrice. Quelques appels à la banque, quelques clics dans l'application mobile, et les clés du royaume financier qu'ils avaient si longtemps utilisées leur furent retirées. Chaque confirmée annulation me donnait l'impression d'une petite victoire, comme si je récupérais un morceau de mon âme. La première répercussion ne tarda pas. Le lendemain, le 26 décembre, alors que j'aidais Don Ramiro à réparer une clôture du corral, mon téléphone sonna. L'identifiant d'appel affichait « Renata ». Je ressentis un pic d'anxiété ancienne, mais je l'écrasai. Je répondis et mis le haut-parleur pour que ma grand-mère et Ramiro, qui étaient à proximité, puissent entendre. « Adla » cria-t-elle. Sa voix stridente, dénuée de toute formalité. « La banque vient de m'appeler. Ils ont rejeté le paiement de l'assurance de ma voiture. La carte de maman n'est même pas passée au supermarché. Qu'est-ce que tu as fait, bon sang ?» Je respirai profondément, canalisant le calme d'acier de l'avocate monte. « Je récupère ce qui m'appartient, Renata. » « De quoi tu parles, bon sang ? Maman t'a donné cette carte pour les urgences. Et ça, c'est une urgence. L'urgence, Renata, est terminée pour toujours. » Un silence stupéfait suivi de l'autre côté de la ligne. Je pouvais presque entendre les rouages de son esprit essayer de comprendre un concept aussi étranger pour elle que le mot « non ». Puis sa voix devint un sifflement venimeux. « Ah oui ? Et tu te crois qui maintenant ? La reine de Saba ? Tu es toujours la même petite veuve pathétique. Ne l'oublie pas. Non, Renata. Et je te suggère de demander à maman et papa ce qu'ils penseront du courrier certifié qu'ils recevront dans quelques jours. Peut-être que là tu comprendras la nouvelle réalité. Au fait, tout ça, c'est grâce à Matteo. Je récupère ce qu'il s'est assuré que je ne perde jamais. » Mentionner le nom de Matteo fut un coup de maître, instinctif. Je sentis presque sa confusion et sa rage impuissante à travers le téléphone. « Matteo ? Qu'est-ce que le mort a à voir là-dedans ?» Avant qu'elle ne puisse formuler une réponse, je raccrochai. Don Ramiro éclata d'un grand rire sonore. « Ça, c'est ma fille. » Directement dans la mâchoire. Ma grand-mère se contenta de sourire. La première pierre a été lancée. Maintenant, prépare-toi à l'avalanche, ma fille, parce qu'ils ne vont pas rester les bras croisés. Et elle avait raison. Cet appel n'était pas la fin d'une bataille. C'était le premier tir d'une guerre que ma famille, dans son orgueil et sa cécité, n'aurait jamais imaginé pouvoir perdre. L'avalanche, comme l'avait prédit ma grand-mère, arriva avec la fureur d'un ouragan déchaîné. Elle commença par une pluie incessante de messages et d'appels manqués qui faisaient vibrer mon téléphone sans arrêt. Ma mère, comme on pouvait s'y attendre, fut la première à réagir, passant de l'incrédulité à la panique, puis de la panique à une colère théâtrale en quelques heures. Ces messages vocaux, que je refusais d'écouter mais qui se transcrivaient automatiquement, étaient une encyclopédie de manipulation émotionnelle. D'abord, l'acte de la victime déconcertée. « Adla, ma fille, je ne sais pas ce que je t'ai fait pour que tu nous traites ainsi, mais s'il te plaît, réponds-moi. Ton père et moi sommes très inquiets pour toi. Nous t'aimons, mon amour. Ne laisse pas un simple malentendu nous séparer de cette manière. » Ensuite, celui de la martyre souffrante. « Ta sœur pleure inconsolablement. Adla ne peut pas payer ses affaires. C'est ça que tu veux ? Voir ta famille souffrir et être humiliée après tout ce que nous avons fait pour toi, après comment nous t'avons soutenu quand tu es devenue veuve. Et enfin, celui de la tyranne enragée. Tu es une ingrate. Je t'ai donné la vie et voilà comment tu me remercies. Tu es morte pour moi. Si tu ne répares pas ce désastre immédiatement. Tu m'entends ? Adla morte.
Tu vas voir ce que c'est que le vrai mal. J'effaçais chaque message sans l'écouter en entier. Leurs mots, qui autrefois auraient été comme des flèches empoisonnées, rebondissaient désormais sur ma nouvelle armure. Ils n'avaient plus aucun pouvoir sur moi. La notification légale certifiée arriva chez eux un vendredi après-midi. Je les imagine parfaitement, le facteur demandant une signature, la confusion sur leur visage en voyant l'expéditeur d'un prestigieux cabinet d'avocats, le papier épais et officiel craquant quand ils l'ouvrirent dans le salon. Et puis le silence. Un silence prémonitoire qui dura presque une journée entière. Un silence rempli de chaos, d'accusations et d'incrédulité. Leur offensive suivante ne fut pas directe. Ils savaient que mes oreilles étaient fermées à leurs supplications. Alors ils se tournèrent vers l'arène publique des réseaux sociaux, le terrain favori de Renata. Incapable de m'attaquer directement, elle lança une campagne de diffamation voilée. Elle publia une vieille photo d'un Noël d'il y a des années, où nous apparaissions toutes les deux souriantes à la caméra, un bonheur complètement fabriqué pour l'occasion. Le texte qui l'accompagnait était un roman de victimisation digne d'un prix. Il y a des douleurs qui ne peuvent pas s'expliquer, commençait-elle avec une prose mélodramatique. Parfois, les gens que tu aimes le plus sont ceux qui te plantent le poignard le plus profond dans le dos. Ils utilisent leur propre douleur et leur amertume comme excuse pour manipuler et détruire leur propre sang, les gens qui ont toujours été là pour eux dans leurs pires moments. Mais la famille, c'est pour toujours, et l'argent ne devrait jamais, jamais passer avant l'amour inconditionnel. Aujourd'hui, je prie pour les âmes perdues qui choisissent l'avidité plutôt que la loyauté. Je me sens tellement déçu. Le post fut comme du miel pour les mouches. En quelques minutes, il se remplit de commentaires de ses amis et de quelques parents éloignés qui n'avaient aucune idée de la réalité. Tu es si forte, ma belle. Les ingrats sont partout dans ce monde. La famille passe avant tout. Quel malheur que certains ne le comprennent pas. Ils étaient en train de me peindre comme une méchante de telenovela, une usurpatrice sans cœur qui avait perdu la raison. J'étais sur le point de ressentir cette vieille et familière piqûre de doute, ce besoin programmé en moi de me justifier, d'expliquer ma version. Quand ma grand-mère, qui utilisait rarement Facebook, entra en scène depuis sa tablette, aidée par Don Ramiro pour taper, elle écrivit un commentaire sous le post de Renata. Un commentaire simple, dévastateur dans sa simplicité et élégamment cruel. Si un couteau est dans ton dos, c'est parce que tu l'y à toi-même planté, ma fille. L'effet fut immédiat et cataclysmique. Le commentaire de la matriarche de la famille, la respectée Silda, fit taire d'un coup tous les singes volants. Personne n'osa lui répondre. Quelques minutes plus tard, le post entier de Renata avait disparu, effacé dans un acte d'humiliation publique. Mais cette humiliation ne fit qu'attiser les flammes de son désespoir. Le prochain appel que je reçus fut celui de ma tante Nelia, la sœur de ma mère. Son rôle dans le drame familial avait toujours été celui de la pacificatrice naïve, celle qui, volontairement ou non, transmettait les messages de ma mère enveloppés d'une fausse couche de sollicitude. Adla, ma nièce, c'est moi, ta tante, dit-elle. Sa voix était si mielleuse qu'elle en devenait écœurante. Ma sœur, ta maman, m'a appelé. Elle est détruite, ma fille. Elle ne cesse de pleurer. Elle dit que tu veux les jeter à la rue comme des chiens. Ma fille, réfléchis bien. Ce sont tes parents. Qu'est-ce que les gens vont dire? Le linge sale se lave à la maison, pas dans la rue. Tati, l'interrompis-je, ma voix calme mais ferme, sans la moindre hésitation. Le linge sale s'est accumulé pendant des années dans cette maison et il commence à puer le pourri. Je ne vais plus le laver, je vais le jeter à la poubelle avec le panier. Et je t'apprécierais, avec tout le respect, de ne pas t'impliquer dans quelque chose que tu ne comprends pas. Je raccrochai avant qu'elle ne puisse répondre. Je construisais un mur autour de moi, brique par brique. Chaque appel bloqué, chaque message effacé, chaque refus d'entrer dans leur jeu était une brique de plus dans ma nouvelle forteresse. Je pensais qu'avec l'humiliation publique sur les réseaux et la fermeté de mes actions légales, ils commenceraient à comprendre que le jeu avait changé de manière irréversible. Comme je me trompais. Ils ne comprenaient pas les limites, ils ne comprenaient pas la raison. Ils ne comprenaient que l'escalade, et ils étaient sur le point de porter la guerre sur un territoire que je n'aurais jamais imaginé, même dans mes pires cauchemars. Ils allaient franchir la seule ligne rouge sacrée qui me restait. Quelques jours passèrent dans un calme tendu et étrange. Plus de messages, plus d'appels, plus de publications passives-agressives sur les réseaux sociaux. Le silence était inquiétant, comme l'air lourd et oppressant avant l'éclatement d'une tempête. Une partie de moi,
la partie naïve qui refusait de mourir complètement, espérait qu'ils étaient en train d'accepter la nouvelle réalité, peut-être même de préparer une sortie digne, cherchant un endroit où vivre. L'autre partie, celle qui avait appris à les connaître de force pendant 34 ans, savait qu'ils se regroupaient dans l'ombre, cherchant une nouvelle arme, plus tranchante, capable de percer ma nouvelle armure. L'attaque arriva un mardi matin, un jour ensoleillé et banal. J'étais assise à une table du porche du ranch, plongée dans une visioconférence avec un client important d'Europe. Dario était à l'école du village, un petit lieu chaleureux aux murs colorés où, pour mon immense soulagement, il avait déjà commencé à se faire des amis et à sourire de nouveau. J'expliquais un calendrier de projet quand mon téléphone personnel, que j'avais mis en silencieux, s'illumina avec un appel entrant. C'était un numéro inconnu, mais l'identifiant indiquait qu'il provenait du village. Normalement, je l'aurais ignoré, mais un nœud glacé d'anxiété se forma aussitôt dans mon ventre. Un pressentiment, une alarme primordiale de mère. Je m'excusai auprès de mon client, parlant d'une urgence, et je décrochai le cœur battant. « Allô, Madame Adla Rivera », dit une voix de femme calme et professionnelle, mais avec une nuance d'urgence. Je parle au nom de l'école primaire Benito Juárez. Je suis la directrice, Carmen Soli. Mon cœur s'arrêta. Un froid glacial se répandit dans mes veines. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Dario, il va bien, demandai-je, ma voix n'étant qu'un souffle. Il va parfaitement bien, ne vous inquiétez pas, répondit-elle rapidement, semblant deviner ma panique. Il est en cours d'art plastique en ce moment même, il peint un monstre bleu, d'après sa maîtresse. Je vous appelle pour une situation assez inhabituelle. Il y a quelques minutes, une femme s'est présentée au bureau de direction en se présentant comme votre sœur, Renata Rivera. Le nœud dans mon estomac se resserra jusqu'à devenir une pierre de glace. Le monde autour de moi sembla disparaître. Renata? Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle a dit que vous aviez eu un grave accident de voiture, continua la directrice, sa voix maintenant teintée d'une évidente prudence. Elle a affirmé que vous étiez inconsciente à l'hôpital régional et qu'elle avait été envoyée comme contact d'urgence pour venir chercher Dario. Je sentis mon sang se glacer dans mes veines. L'air devint épais, lourd, presque impossible à respirer. La tasse de café sur la table, le soleil du matin, tout perdit sa couleur et sa forme. Et, qu'a-t-elle dit d'autre? Elle a présenté une procuration simple, soi-disant signée par vous, l'autorisant comme tutrice temporaire de l'enfant. La directrice fit une pause. Et évidemment, notre protocole dans ces cas est extrêmement strict. La signature de la lettre ne correspondait pas à celle que nous avons dans vos dossiers d'inscription. Et franchement, Madame Rivera, votre sœur avait l'air agitée, nerveuse, très insistante. Quand je lui ai dit que je devais vérifier la situation directement avec l'hôpital, elle est devenue très pâle. Elle a commencé à balbutier une excuse sur un autre appel urgent et est partie brusquement, presque en courant. Je m'agrippai au bord de la table en bois pour ne pas tomber. Ma vision se brouilla un instant. Renata. Ma sœur était allée à l'école de mon fils. Elle avait inventé une histoire atroce sur un accident. Elle avait falsifié ma signature. Elle avait essayé d'emmener mon fils. À ce moment-là, je compris tout avec une clarté terrifiante. Ce n'était pas pour l'argent, ni pour la maison. C'était un acte de pure malveillance, un acte de terrorisme émotionnel, une tentative de me blesser dans le seul endroit où j'étais vraiment vulnérable, mon fils. Il voulait m'enlever Dario, ne serait-ce que pour quelques heures, pour m'effrayer à mort, pour me rendre folle d'angoisse, pour me montrer qu'il pouvait l'atteindre, que peu importaient mes murs, mes avocats ou ma nouvelle forteresse. Il voulait me montrer qu'ils avaient encore le pouvoir de détruire mon monde. J'arrive, dis-je, ma voix un grondement étranglé que je ne reconnus pas comme la mienne. Je raccrochai et restai un instant figé à fixer le vide. La rage que je ressentis fut quelque chose de primitif, d'inédit. C'était une fureur blanche, pure, nucléaire, qui brûlait tout sur son passage, la peur, le doute, la tristesse et le dernier vestige d'affection familiale qui restait dans les cendres de mon cœur. Je sortis en courant de la maison en criant le nom de Don Ramiro. Il me vit, pâle comme un fantôme, les yeux écarquillés, et comprit aussitôt qu'il s'était passé quelque chose de terrible. Je lui expliquai la situation par bribes hachées et précipitées, tout en courant vers la voiture. Cette mal-née, grogna-t-il, et je vis un éclat de fureur dans ses yeux habituellement calmes, que je n'avais jamais vu auparavant. Monte, je t'emmène. Tu conduis comme une folle quand tu es dans cet état. Le trajet jusqu'à l'école,
qui durait normalement 15 minutes, fut le plus long de ma vie. Chaque seconde était une torture, mon esprit projetant les pires scénarios. Quand nous arrivâmes, je sautai de la voiture avant même qu'elle ne s'arrête complètement et je courus jusqu'au bureau de la directrice. Elle m'assura à plusieurs reprises que Dario n'avait rien remarqué, qu'il était en sécurité. Je demandai à le voir. Quelques minutes plus tard, il sortit dans le couloir, confus, une tache de peinture bleue sur la joue. « Maman ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Il s'est passé quelque chose ?» Je m'agenouillai et le serrai dans mes bras avec une force qui faillit lui couper le souffle. Je l'étreignis comme si je ne l'avais pas vu depuis des années, respirant l'odeur de ses cheveux au shampoing à la pomme, sentant les battements de son petit cœur contre le mien. Il était sain et sauf. Il était sain et sauf. Cette nuit-là, après que Dario se fut endormi, j'appelai l'avocate Monte. Je lui racontai, d'une voix tremblante mais ferme, ce qui s'était passé. Un long silence suivit de l'autre côté de la ligne. « Adla, dit-elle enfin, et pour la première fois depuis que je la connaissais, j'entendis une note de choc dans sa voix professionnelle. Ça change tout. Ce n'est plus un simple conflit civil pour une propriété. C'est un délit. Une tentative d'enlèvement. Une falsification de documents. C'est la guerre totale. La question, maintenant, est, jusqu'où voulez-vous aller ? Je regardai la porte fermée de la chambre de mon fils. L'image de Renata dans cette école, avec un mensonge pourri sur les lèvres et un document falsifié dans la main, s'imprima au fer rouge dans mon esprit. Ils avaient franchi la ligne rouge. Ils avaient pointé leur arme sur ce que j'avais de plus sacré. Jusqu'au bout, dis-je, ma voix froide et dure comme la glace. Enquêtez sur tout, maître. Je ne veux pas qu'il reste une seule pierre non retournée. Je veux savoir chaque chose sale qu'ils ont faite et je veux qu'ils paient pour ça. Pour tout. La directive que j'ai donnée à Maître Monte fut comme ouvrir les vannes d'un barrage qui retenait des eaux noires depuis des années. Avec la tentative d'enlèvement de Dario comme justification, nous avions maintenant des motifs juridiques solides pour demander une enquête beaucoup plus profonde, afin d'examiner chaque aspect des finances et de la vie de ma famille qui croisait, même de loin, la mienne. L'avocate, qui semblait désormais avoir pris l'affaire comme une croisade personnelle, se mit en mouvement avec une efficacité brutale et presque effrayante. Elle engagea un détective privé, un ancien policier judiciaire réputé pour être un limier implacable, un homme capable de trouver une aiguille dans une botte de foin et de te dire ensuite de quoi elle était faite. L'homme commença à creuser, et ce qu'il trouva était plus pourri, plus sombre et plus tordu que tout ce que j'aurais imaginé dans mes pires cauchemars. La première révélation, que nous soupçonnions déjà mais que nous avions désormais documentée, concernait les impôts. Comme Maître Monte l'avait prévu après la mort de Matteo, mes parents m'avaient déclaré frauduleusement comme leur personne à charge pendant 3 années consécutives. Étant veuve avec un enfant, je pouvais moi-même prétendre à d'importantes déductions fiscales que je n'ai jamais demandées par ignorance. Mais eux, en me réclamant, avaient obtenu de gros remboursements d'impôts, des milliers de pesos chaque année, qui m'appartenaient légalement à moi ou à l'État. Ils volaient le gouvernement et moi en même temps, avec une audace incroyable. Mais cela, comme j'allais vite le découvrir, n'était que la partie émergée de l'iceberg. Un après-midi, une semaine plus tard, je reçus un appel de Maître Monte. Sa voix était grave, sans son ton énergique habituel. « Adla, j'ai besoin que vous veniez à mon bureau dès que possible. Il y a quelque chose que vous devez voir en personne. Ce n'est pas quelque chose dont on peut discuter au téléphone. » Je conduisis jusqu'à la ville avec un mauvais pressentiment. Quand j'arrivai à son cabinet, elle ne perdit pas de temps. Elle étala une série de documents sur son bureau en bois. C'étaient des demandes et des relevés d'un programme d'aide du gouvernement fédéral, un programme conçu spécifiquement pour aider les mères célibataires et les veuves en situation de vulnérabilité économique. Ta famille a demandé cette aide en ton nom exactement un mois après le décès de Matteo, expliqua l'avocate en pointant de la pointe de son stylo une signature en bas de la première demande. Et évidemment, la signature est une grossière imitation de la tienne. Ils l'ont faite à la hâte. Mon estomac se retourna violemment. Pendant les premières années, les plus sombres, après la mort de Matteo, j'avais lutté d'une façon qu'ils n'ont jamais su. Il y a eu des mois où je ne savais pas si je pourrais payer le loyer. Je mangeais le minimum, parfois une seule fois par jour, pour m'assurer que Dario ait tout ce dont il avait besoin. J'avais vendu en secret certains des bijoux que Matteo m'avait offerts. Pendant ce temps, non seulement il me refusait l'aide qui me revenait de droit, mais il me la volait activement en mon nom. Et ils ont reçu un dépôt mensuel pendant 4 années consécutives, continua l'avocate,
sa voix comme un marteau de faits implacables. L'argent était versé sur un compte bancaire à ton nom, un compte qu'ils ont ouvert à ton insu en utilisant une copie de ta pièce d'identité qu'ils avaient sûrement. Ensuite, l'argent était retiré en liquide au distributeur le même jour du dépôt, chaque mois, sans faute. Au total, ils t'ont escroqué, toi et l'État, pour plus de 200 000 pesos. 200 000 pesos. Je pensais à toutes les choses que j'aurais pu faire avec cet argent. Un meilleur appartement dans un quartier plus sûr. Des cours extra pour Dario, un petit fonds pour ses études. Un peu de tranquillité d'esprit lors des nuits d'insomnie. Ils avaient tout volé et l'avaient fait tout en me regardant en face, en m'appelant pour me demander encore plus d'argent pour leur luxe. Mais la découverte finale, la plus sinistre de toutes, fut celle qui me brisa complètement. Le détective, fouillant dans les archives des tribunaux de la famille, trouva une demande légale déposée seulement 2 mois après les funérailles de Matteo. Elle était archivée, presque oubliée. C'était une requête initiée par mon père, Horacio Rivera. Dans celle-ci, avec un langage juridique froid et calculé, il demandait que je sois déclarée mentalement incompétente pour gérer mes propres affaires à cause du traumatisme sévère et de l'instabilité émotionnelle causée par ma soudaine condition de veuve. La requête disait que je n'étais pas en état psychologique d'élever un enfant ni d'administrer les biens si maigres soient-ils que Matteo m'avait laissés. Il demandait que lui, mon père, soit nommé mon tuteur légal, ainsi que l'administrateur de mon patrimoine et de la garde de mon fils. La requête a été rejetée presque immédiatement par un juge, faute de preuves solides, dit Maître Monde d'une voix basse, presque avec douceur. Le juge a dû voir la mauvaise foi. On ne t'a jamais notifié parce que cela n'a pas dépassé le dépôt initial, mais ils ont essayé. Adla, tu dois comprendre l'ampleur de tout ça. Ils ne voulaient pas seulement ton argent, ils voulaient ta vie, ils voulaient ton fils, ils voulaient te dépouiller de ton autonomie, de ton identité. Je restais à regarder le document, le nom de mon père en haut, sa signature à la fin. Je ne sentais plus de rage. C'était quelque chose de plus profond, un vide glacé de désolation. Les gens qui m'ont donné la vie, l'homme qui m'a mené à l'hôtel, avaient essayé d'effacer mon existence légale. Ils avaient tenté de me transformer de nouveau en enfant, en prisonnière sous leur contrôle, juste pour avoir accès au petit héritage de mon mari. La tentative de Renata d'emmener Dario à l'école n'était plus un acte isolé de désespoir. C'était la suite d'un plan, d'un état d'esprit en marche depuis le jour où je me suis retrouvé seul. Ils avaient toujours vu ma vulnérabilité non pas comme quelque chose à protéger, mais comme une opportunité à exploiter. Nous déposons la plainte pénale demain matin, dit l'avocate, me sortant de ma stupeur. Fraude fiscale, usurpation d'identité, falsification de documents et fraude à des programmes sociaux. Et nous joindrons cette requête d'inaptitude ainsi que le rapport de police de l'incident à l'école comme preuve irréfutable d'un schéma de harcèlement et de mauvaise foi. J'acquiesçai lentement, incapable de parler. Il n'y avait plus de retour en arrière. Je ne me battais pas pour une maison ou pour de l'argent. Je me battais pour mon droit d'exister, pour mon fils, pour l'homme que j'ai aimé et qui avait vu cette noirceur en eux bien avant moi. Je terminais la guerre qu'ils savaient que, tôt ou tard, je devrais livrer. La plainte pénale fut comme une bombe à retardement qui explosa enfin au centre de leur vie, démolissant les fondations de leur monde d'apparence. Contrairement aux notifications civiles d'un cabinet d'avocats qu'ils pouvaient ignorer, minimiser ou traiter comme une simple dispute familiale, l'arrivée de 2 agents de la police ministérielle à la porte de leur maison fut un spectacle public, officiel et indéniable. Je n'étais pas là pour le voir, bien sûr, mais un ancien voisin avec qui je gardais un contact sporadique me le raconta en détail. Il dit que les agents étaient arrivés dans une voiture banalisée, une berline discrète, mais que, dans un quartier où tout le monde se connaît, leur présence ne passa pas inaperçue. Ils parlèrent avec mes parents et avec Renata à la porte pendant plusieurs minutes. Il n'y eut pas de cris, juste une conversation tendue et à voix basse, qui attira les regards curieux derrière les rideaux des maisons voisines. Le voisin vit ma mère porter la main à sa poitrine avec un geste dramatique, comme si elle allait s'évanouir, et mon père devenir pâle comme du papier, sa passivité habituelle se changeant en un masque de pure terreur. Renata, pour la première fois de sa vie, selon le voisin, sembla petite, effrayée et dépourvue de son arrogance habituelle. Ils leur remirent une convocation officielle pour se présenter et témoigner. Ils ne furent pas arrêtés sur le moment, mais l'enquête formelle avait commencé et les implications étaient graves. La fraude contre des programmes gouvernementaux était un délit fédéral. La falsification de documents et la fraude fiscale étaient des délits pouvant entraîner non seulement de lourdes amendes, mais aussi des peines de prison.
la façade qu'ils avaient construite avec tant de soin pendant des années et l'image d'une famille respectable et aisée de classe moyenne supérieure s'effondra en une seule matinée de vendredi. La nouvelle, même si elle ne parut pas dans les journaux, se répandit comme une traînée de poudre à travers le système implacable et efficace de communication de notre ville, le commérage. Les gens commencèrent à en parler dans les cafés, dans les clubs, dans les groupes WhatsApp. Les riverains avec de graves problèmes légaux. Quelque chose à propos d'argent et de fraude. Le premier pilier à tomber fut le social. Les amis qui les entouraient, beaucoup attirés par leur prospérité apparente et leur statut, commencèrent à s'éloigner avec une rapidité surprenante. Les invitations à dîner cessèrent. Les appels devinrent moins fréquents. Personne ne veut rester près de l'odeur du scandale, de la puanteur de l'échec. Le deuxième pilier à tomber fut le financier. Avec leurs comptes bancaires gelés par ordre du tribunal dans le cadre de l'enquête, et sans mon flux constant d'argent pour maintenir leur train de vie, la dure réalité de leur situation précaire les frappa avec la force d'un train de marchandises. Le paiement de la voiture de luxe de Renata fut refusé. Les cartes de crédit déjà au maximum furent annulées. Ils reçurent la première notification de retard de paiement des services de base, l'électricité, l'eau, le gaz. Et le troisième et dernier pilier, le plus symbolique, fut la maison. La date limite de 60 jours pour quitter approchait inexorablement. Maître Monte m'informa qu'ils avaient complètement ignoré la notification. Ils n'avaient fait aucun effort pour chercher un nouveau logement ni pour la contacter afin de négocier. Je crois que dans leur incroyable arrogance, jusqu'au dernier moment, ils pensaient que j'allais céder, que ce n'était qu'un bluff, que mon amour ou ma bêtise de fille finirait par l'emporter. Mais ce n'était pas le cas. Le jour 61, Maître Monte, avec une satisfaction à peine dissimulée dans la voix, présenta la demande d'expulsion au juge. Un huissier de justice, accompagné de 2 policiers en uniforme pour maintenir l'ordre, se présenta à leur porte. Cette fois, ce fut bien moins discret que la visite des agents ministériels. On leur remit l'ordre du juge et on les informa qu'ils avaient 24 heures pour sortir leurs affaires personnelles. L'appel que je reçus cet après-midi-là fut de mon père. C'était la première fois qu'il me parlait directement depuis des semaines. Sa voix, normalement passive et distante, était brisée par un désespoir que je ne lui avais jamais entendu. « Adla, s'il te plaît, ma fille, tu ne peux pas nous faire ça. C'est ta maison familiale, tu as grandi ici. Où irons-nous? Ta mère ne va pas bien. Elle est au bord d'une crise. Cette maison est à moi, papa, répondis-je. Ma voix était si tranquille que j'en fus moi-même surprise. Légalement et moralement à moi. C'était un cadeau de Mathéo pour me protéger de vous, et vous avez profané sa mémoire et son cadeau en y vivant pendant que vous me voliez. Vous avez eu 60 jours pour trouver un endroit où vivre. Vous avez eu 34 ans pour me traiter comme une fille. Vous n'avez fait ni l'un ni l'autre. Mais nous sommes ta famille, supplia-t-il en jouant sa dernière carte, la plus pathétique, celle qui avait toujours marché. Vous avez cessé d'être ma famille la nuit où vous avez ri pendant que votre fille m'appelait inutile et crachait sur la mémoire de mon mari. Trouver un endroit où vivre. C'est ce que font les adultes responsables. Je raccrochai. La dernière image que j'eus d'eux fut à travers une photo que m'envoya par WhatsApp le même voisin, sans que je la lui demande. Un vieux camion de déménagement cabossé était garé devant la maison. Des cartons de différentes tailles, certains déchirés, s'entassaient sur le trottoir. Mes parents et Renata, vêtus de vieux vêtements, déplaçaient leurs affaires, leur visage un mélange de fatigue, d'humiliation et de rage impuissante. Ils emménageaient dans un petit appartement en location dans une zone bien moins glamour de la ville. L'empire des apparences était tombé. Le château de cartes, construit sur mon dos et avec l'argent volé de mon avenir, s'était effondré sous son propre poids pourri. Je ne ressentis ni joie, ni triomphe. Seulement le silence froid et lourd de la justice. Quelques semaines après l'expulsion, alors que la poussière légale et émotionnelle commençait à retomber lentement, je reçus un appel d'un numéro inconnu. L'enquête pénale suivait son cours, et mes avocats m'avaient conseillé de n'avoir aucun contact avec eux. J'hésitais à répondre, mais une étrange curiosité, un besoin d'entendre le dernier souffle de l'implosion, me poussa à décrocher. « Allô, Adla, c'est moi. » La voix de Renata était méconnaissable. Le ton aigu, moqueur et chantant avait disparu. Ce qui restait, c'était un son rauque, vide, presque mort. C'était l'écho d'une pièce qui a été pillée et dépouillée de toute sa valeur. J'attendis en silence, sans lui donner aucune facilité. Je savais que ce n'était pas un appel d'excuse.
Les personnes comme Renata ne s'excusent pas, parce que dans leur univers égocentrique elles ne font jamais rien de mal. Elles attaquent seulement d'un autre angle quand leurs méthodes habituelles échouent. Tu es heureuse maintenant, siffla-t-elle. Et je pouvais entendre le tremblement de la rage contenue dans sa voix. Une rage qui n'avait plus de pouvoir, seulement du venin. Tu as réussi. Tu nous as détruits complètement. Papa est déprimé, il ne sort presque plus de sa chambre. Maman pleure toute la journée et dit qu'elle va faire une crise cardiaque. Nous avons dû vendre sa voiture pour payer un avocat commis d'office. C'est ça que tu voulais, nous voir traîner dans la boue, humiliés? Je n'ai rien fait, Renata, répondis-je avec un calme qui la désarma. Vous avez construit ce chemin vous-même, brique par brique, mensonge après mensonge. J'ai seulement arrêté de payer le péage avec mon argent et ma dignité. Il y eut un rire amer et brisé de l'autre côté de la ligne, un son horrible. Ne fais pas semblant d'être une sainte, ça ne te va pas. Tu as toujours été comme ça. La parfaite Adla, la bonne fille, la bonne élève, la bonne épouse, la pauvre veuve courageuse et souffrante. Tout le monde te plaignait, admirait ta force. Tu me dégoûtais. Et alors la vérité, la laide, purulente et tordue vérité derrière des années de ressentiment, finit par remonter à la surface, vomie dans une éruption de venin. Tu as toujours tout eu, cria-t-elle, sa voix se brisant finalement dans un sanglot de rage, pas de tristesse. Tu as eu Matteo, l'homme parfait. Il t'adorait, lui. Il te regardait comme si tu étais la seule femme au monde, comme si tu avais accroché la lune dans le ciel. Tu as eu une vie parfaite, une belle maison, un fils, un amour que moi je n'ai jamais eu, que personne ne m'a jamais donné. Et tu n'as même pas su l'apprécier. Tu as été tellement inutile que tu n'as même pas pu le garder en vie. Je restais en silence, absorbant la toxicité crue de ses paroles. À ce moment-là, je ressentis une étrange et glaciale pitié pour elle. Ce n'était pas pour l'argent. Ça n'avait jamais été seulement pour l'argent. C'était pour l'envie. Une envie si profonde et corrosive qu'elle l'avait consumée de l'intérieur, la laissant vide. Elle haïssait mon bonheur, et quand je l'ai perdu, elle a haï ma capacité à survivre, ma force silencieuse. Elle ne supportait pas que moi, la sœur aînée, l'ennuyeuse, l'invisible, j'ai eu le véritable amour qu'elle désirait et pensait mériter de plein droit. Attaquer Dario, attaquer la mémoire de Matteo, c'était sa façon d'essayer de détruire le dernier vestige de ce bonheur qu'elle enviait tant. Quand je parlais enfin, ma voix était calme, mais chaque mot avait été forgé dans le feu de 5 ans de douleur et d'une vie entière de mépris. Je n'ai pas tout eu, Renata. J'ai tout construit. J'ai construit mon amour avec Matteo brique par brique, avec du respect, des rires et des larmes, jour après jour. Et quand il est parti, j'ai reconstruit ma vie depuis ses cendres, pour mon fils, avec mes propres mains. Je ne t'ai rien pris. Ton problème, c'est que tu as toujours cru que le bonheur est quelque chose qu'on prend, pas quelque chose qu'on construit. Toi, tu ne comprends rien. Oh, je comprends parfaitement, balbutia-t-elle, vaincue. Non, je t'interrompis, ma voix prenant une lame d'acier. Je comprends que tu es une personne vide qui ne sait que détruire. On t'a donné de l'amour et tu l'as méprisé. On t'a donné du soutien et tu l'as gaspillé. On t'a donné une sœur et tu l'as poignardée dans le dos à répétition. Tu n'as rien eu parce que tu as détruit tout ce qu'on t'a donné. La maison que tu as perdue, la voiture que tu as vendue, tout cela peut se remplacer. Mais l'amour et la loyauté que tu as détruits, ça ne reviendra jamais. Il y eut un silence lourd, pesant, seulement brisé par sa respiration saccadée. Adieu, Renata, dis-je doucement. J'ai raccroché le téléphone et ensuite, avec un geste qui semblait cérémonial, presque sacré, j'ai ouvert mes contacts, j'ai cherché son nom et j'ai appuyé sur l'option bloquer le contact. J'ai fait la même chose avec maman et papa. L'acte était simple, digital, mais sa signification était profonde et libératrice. J'étais en train de couper le cordon ombilical toxique pour toujours, pas avec de la haine, mais avec la certitude absolue que ma survie et le bonheur de mon fils dépendaient de ça. La guerre était terminée. La reconstruction pouvait enfin commencer. La maison, une fois vidée de ses occupants et de leur énergie toxique, paraissait étrange, vide de meubles, mais encore remplie des fantômes de mon passé. J'ai marché dans les pièces où j'avais grandi, où j'avais ri dans mon enfance et pleuré à mon adolescence. J'ai touché les murs, je me suis souvenu de disputes, de fêtes forcées, de moments de solitude, mais je n'ai pas ressenti de nostalgie, seulement le besoin pressant de purifier, d'effacer, de recommencer à zéro.
Sur les conseils de la licenciada Monte, j'ai mis la maison en vente. Elle s'est vendue étonnamment vite. Le marché immobilier était en plein essor dans ce quartier et la propriété, même chargée de mauvais souvenirs pour moi, restait objectivement désirable pour une nouvelle famille qui pourrait la remplir de rires sincères. L'argent de la vente, ajouté au fonds d'investissement important que Matteo et ma grand-mère avaient construit patiemment pour moi, m'a donné quelque chose que je n'avais pas eu depuis longtemps, peut-être jamais, des options, une liberté financière, une autonomie réelle. Mais je n'ai pas acheté un nouvel appartement tout de suite. À la place, j'ai fait quelque chose que j'avais désiré pendant les 5 années de mon veuvage, un rêve qui me semblait égoïste et impossible. J'ai réservé un voyage. Un mois entier sur la côte de Oaxaca, dans un petit village de pêcheurs près de Cipolite. L'endroit exact où Matteo et moi avions passé notre lune de miel. Ce fut bien plus que de simples vacances. Ce fut un pèlerinage de guérison. J'ai emmené Dario sur les mêmes plages de sable doré où son père et moi avions marché main dans la main. Je lui ai raconté des histoires sur lui. Pas les tristes de la fin, mais les drôles, celles qui faisaient rire aux éclats. Je lui ai parlé du jour où Matteo avait essayé de cuisiner du poisson à la tala et avait presque mis le feu à la cabane. Je lui ai raconté comment il chantait faux les chansons de José Alfredo Jiménez. J'ai appris à Dario à flotter dans les vagues douces, comme Matteo avait essayé de m'apprendre, avec la même patience et le même rire. Nous avons vu des couchers de soleil qui peignaient le ciel et la mer en orange, rose et violet. Et pour la première fois en 5 ans, j'ai eu l'impression de respirer avec mes 2 poumons, un air pur et salé qui semblait nettoyer mon âme. Un après-midi, pendant que Dario construisait un grand château de sable avec fossés et murailles, je me suis assise au bord de l'eau et j'ai sorti un carnet et un stylo. J'ai écrit une longue lettre à Matteo. Je lui ai tout raconté. Je lui ai demandé pardon d'avoir mis si longtemps à être courageuse, à honorer sa mémoire en me défendant moi-même et en défendant notre fils. Et je lui ai dit merci. Merci de m'avoir aimé autant, même au-delà de la vie, d'avoir prévu la tempête et de m'avoir donné en secret l'arche pour y survivre. J'ai pleuré en écrivant, mais c'était des larmes calmes, des larmes de gratitude et de libération, pas de désespoir. Quand j'ai fini, j'ai arraché la page, je l'ai pliée soigneusement en un petit bateau en papier et je suis allé dans l'eau jusqu'aux genoux. J'ai posé le petit bateau sur les vagues et je lui ai donné une légère poussée. Je l'ai regardé s'éloigner, flottant sur la marée, jusqu'à ce qu'il devienne juste un petit point blanc à l'horizon bleu. C'était mon adieu final, pas à lui, jamais à lui, mais à la douleur paralysante que j'avais portée en son nom. Nous sommes revenus en ville en nous sentant renouvelés, différents, prêts à commencer un nouveau chapitre. J'ai loué un appartement temporaire, lumineux et moderne, pendant que je cherchais calmement l'endroit parfait pour m'installer. Un matin, pendant que je consultais mes mails avec une tasse de café, j'ai vu un message avec un sujet que j'ai failli ignorer, résultats finaux du fonds pour femmes entrepreneuses. Je l'ai ouvert sans grande attente. C'était une demande que j'avais remplie des mois plus tôt, pendant une de ces longues nuits d'insomnie au ranch, presque comme un exercice d'imagination, un rêve impossible pour garder l'esprit clair. C'était une fondation privée qui donnait du capital de départ à de petites entreprises créées par des femmes avec des projets innovants. J'avais ressorti une vieille idée à moi, un rêve de jeunesse que Matteo m'avait toujours encouragé à poursuivre, mais que la vie et la tragédie avaient enterré. Les premiers mots du mail sautèrent de l'écran et semblèrent vibrer. Chère Madame Rivera, nous avons le grand plaisir de vous informer que votre projet et studio Matteo a été sélectionné par notre comité pour recevoir un financement complet. Je n'ai pas continué à lire. Les larmes ont brouillé ma vue et sont tombées sur le clavier. Ce n'était pas une bourse d'études comme j'avais un jour pensé en avoir besoin. C'était quelque chose de bien plus grand. C'était une opportunité. C'était un signe de l'univers. C'était peut-être un dernier clin d'œil de Matteo, de là où il est. Quelques semaines plus tard, j'ai signé les papiers de mon nouveau logement, un appartement lumineux et spacieux avec une grande baille vitrée donnant sur un parc rempli d'arbres. Et j'ai aussi signé les papiers de location d'un petit local commercial dans la même rue, au rez-de-chaussée d'un vieil immeuble. J'ai passé les mois suivants à travailler sans arrêt, mais c'était un travail plein de joie et de but. J'ai peint les murs de mon nouvel appartement d'un jaune chaud et lumineux. J'ai mis des rideaux en lin véritable, pas des draps accrochés au mur. Et dans le local commercial, petit à petit, mon rêve a pris forme. J'ai embauché 2 jeunes graphistes talentueux et pleins d'énergie. J'ai acheté des ordinateurs puissants et des meubles au design simple et minimaliste. J'ai conçu un logo simple et élégant avec l'aide de ma nouvelle équipe. Aujourd'hui, pendant que je te raconte cette histoire, je suis assise dans mon propre bureau.
Sur la paroi en verre dépoli qui donne sur l'entrée, en lettres de vinyle blanches, on peut lire le nom de mon entreprise. Ce n'est pas un nom corporatif ni prétentieux, c'est un hommage. C'est une promesse tenue. C'est une renaissance. Elle s'appelle Studio Matteo. C'est un petit mais prospère studio de design et de branding. Nous créons des marques pour d'autres rêveurs, pour des gens qui veulent construire quelque chose à eux depuis zéro. Je ne suis pas guéri. Je crois que le deuil est un paysage qui change avec les saisons, pas une destination où on arrive. Mais je suis vivante, je construis, je transforme l'héritage d'amour de mon mari en un futur tangible et lumineux pour mon fils et pour moi. Parfois Dario vient après l'école et il s'assoit pour dessiner sur une des tables de travail pendant que je termine une réunion. Il me regarde et dans ses yeux je ne vois plus l'ombre du doute ou de la tristesse que j'avais vu ce terrible soir de Noël. Je vois de la fierté et parfois, quand il sourit, je vois son père. Je regarde le logo sur le mur, le nom de mon mari devenu synonyme de créativité et d'espoir. Je pense à mon ancienne famille, dont je n'ai plus jamais eu de nouvelles, sauf que le processus légal suit son cours lent, mais inexorable. Et je ne ressens pas de haine. Étonnamment, je ne ressens rien. Ce ne sont que des fantômes flous d'une vie passée qui ne m'appartient plus. On dit que le sang fait de toi un parent, mais que la loyauté fait de toi une famille. J'ai perdu mes parents, mais j'ai trouvé ma vraie famille dans la mémoire d'un bon homme, dans la force inébranlable d'une grand-mère de fer et surtout dans le sourire résili de mon fils. Et ça, c'est une richesse que personne ne pourra jamais m'enlever. Êtes-vous d'accord ?